Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Ingrid Boucher, je suis responsable de la communication chez Valipac et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les emballages en plastique. Euh, Faire une présentation sur les plastiques, c'est toujours un exercice assez risqué, hein, parce que le plastique est un sujet brûlant depuis plusieurs années. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas envie de faire du greenwashing ni de greenbashing, mais on voudrait vous donner quelques conseils pour rendre vos emballages en plastique plus durables, plus précisément vos emballages industriels en plastique plus durables. Au programme de cette matinée, un aperçu sur le marché des films souples en Europe, sur la production des plastiques souples en Europe et de leur taux de collecte. Ensuite, nous allons jeter un œil à la situation en Belgique et plus précisément sur les emballages industriels en plastique au niveau de la Belgique. Nous aborderons ensuite les défis auxquels le secteur de l'emballage en plastique est confronté. Nous expliquerons de quelle manière Valipac aide les entreprises à relever ces défis. Ensuite, en deuxième partie du webinaire, mon collègue Philippe vous expliquera quels sont les leviers pour stimuler l'utilisation de contenus recyclés dans les emballages industriels en plastique et quelles sont les actions de Valipac dans ce domaine. Finalement, nous aurons deux invités extérieurs qui sont Chantal d'Aldoplastique et Yorit Dunilin. Ils viendront témoigner des freins et des leviers à l'utilisation des plastiques avec contenu recyclé. Et nous conclurons cette matinée avec une séance de questions-réponses en direct. Alors, pendant les différentes présentations, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nos collègues vont y répondre dans la mesure du possible. Et à l'issue des présentations, si nos collègues n'ont pas pu répondre à certaines questions, nous prendrons le temps d'en discuter plus en détail dans le live. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la production des plastiques souples en polyéthylène et en polypropylène au niveau européen. Donc, chaque année, environ 13 millions de tonnes de films souples sont mises sur le marché en Europe. Et de ces 13 millions de tonnes, on constatera que à peu près 40% sont des emballages commerciaux et industriels, donc des films en polypropylène ou en polyéthylène. Viennent ensuite les sacs et les emballages alimentaires avec respectivement 24 et 23%. Vous voyez ici la représentation d'un iceberg et tout ça pour vous expliquer que sur les 13 millions de tonnes mises sur le marché, seulement 5,7 millions de tonnes sont collectées dans le but d'être recyclées. Donc ça veut dire seulement 40% de ce qui est produit est effectivement collecté pour être recyclé. Sur les quantités qui sont collectées, 3,6 millions de tonnes sont des films commerciaux et industriels. Donc, 2 tiers des films collectés sont issus des emballages industriels collectés dans les entreprises. Viennent ensuite les films ménagers ainsi que les films agricoles. Alors, pourquoi le taux de collecte et de recyclage des emballages industriels est-il plus élevé que le reste? C'est tout simplement en raison de la bonne qualité du déchet. Les films industriels sont dans la grande majorité des films monocouches et ne sont pas en contact avec des substances qui peuvent nuire à leur recyclage, à la pureté du recyclage, comme c'est le cas des films alimentaires ou des films agricoles qui sont, eux, généralement assez contaminés. Passons maintenant à la situation au niveau de la Belgique. Et ici, j'attire votre attention que nous allons parler uniquement des emballages. Donc, chaque année, environ 300 000 tonnes d'emballages en plastique sont mises sur le marché belge. Et sur ces 300 000 tonnes, à peu près 70% sont représentés par les emballages ménagers et 30% par les emballages industriels.
Si on regarde, donc il y a une majorité d'emballages ménagers manifestement, mais les types de plastique sont complètement différents entre le ménager et l'industriel. À savoir, au niveau des emballages ménagers, nous allons être confrontés à une majorité de PET ou de HDPE, ainsi que de polypropylène, donc les barquettes ou les pots de yaourt. Au niveau des emballages industriels, 80% des emballages industriels en plastique sont des films étirables ou des housses rétractables. On aura aussi une quantité moins importante de polypropylène, donc les big bags, des sacs matières, des fûts en plastique rigide, des straps en polypropylène ou en PET, ou bien de la frigolite. Alors, le fait que les emballages industriels soient moins complexes que les emballages ménagers se traduit par un taux de collecte et de recyclage relativement élevé, puisque nous démontrons un taux de recyclage de plus de 60% pour les emballages industriels en plastique, un taux qui dépasse largement l'objectif imposé aux clients de Valipack, qui est de 55%. Alors, Valipack rapporte des taux de recyclage élevés, mais pour pouvoir démontrer que les emballages sont recyclés, il faut pouvoir en apporter la preuve. Jusqu'à il y a quelques années, on considérait que les emballages étaient recyclés si le collecteur de déchets pouvait présenter une facture d'achat pour ces déchets. Aujourd'hui, c'est une grande primeur, Valipack est vraiment le seul organisme de REP en Europe à avoir mis en place un système de traçabilité jusqu'à la destination finale des déchets d'emballage en plastique. Alors, avec ce système de traçabilité, nous pouvons démontrer, par exemple, qu'à peu près 40% des emballages industriels en plastique sont recyclés en Europe, 20% en Turquie et 40% en Asie du Sud-Est. Vous verrez sur ce slide que la destination des emballages en plastique va différer en fonction du type de plastique, comme par exemple le fait que les films colorés vont davantage être recyclés en Asie ou en Turquie qu'en Europe. Mais je vous laisse vous pencher sur ce slide de manière plus approfondie quand vous recevrez les slides tout à l'heure en fin de présentation. Alors, une fois les destinations finales des emballages industriels en plastique identifiées, Valipack va effectuer des audits auprès des recycleurs finaux afin de s'assurer que les déchets sont effectivement et intégralement recyclés. Donc, pour ça, on travaille en collaboration avec SGS, qui a des bureaux locaux dans le monde entier. Et l'objectif de ces audits, c'est de vérifier que les conditions environnementales, sociales et de sécurité vont être respectées. Jusqu'à aujourd'hui, en termes de tonnage, nous n'avons constaté qu'un demi% de non-conformité par rapport au protocole d'audit. Donc, un résultat qu'on peut mettre en avant. Alors, ces quantités qui ne sont pas conformes sont considérées comme non recyclées. Ça signifie également qu'elles sont déduites comment dire, des résultats de recyclage de Valipack et que tous les partenaires commerciaux des recycleurs concernés sont informés et sont priés de ne plus collaborer avec ces recycleurs. Les collecteurs de déchets actifs sur le territoire belge et qui sont affiliés à Valipack ont aujourd'hui accès à une application qui les informe de leur niveau de traçabilité, hein, donc qui identifie les recycleurs finaux des déchets de plastique qu'ils commercialisent par des traders et du niveau de conformité des recycleurs avec lesquels ils collaborent. Vous, en tant que client de ces collecteurs de déchets, vous pouvez également avoir accès à ces rapports de traçabilité et de conformité.
Alors, aujourd'hui, 60% des déchets d'emballage industriel en plastique sont recyclés, donc sont collectés, sont recyclés. Donc, sur les 100 000 tonnes mises sur le marché, 60 000 sont effectivement recyclés et collectés. Mais un faible pourcentage seulement est recyclé en Europe. Et encore un pourcentage beaucoup plus infime, environ 1%, de la matière recyclée va être utilisée pour la fabrication de nouveaux emballages en plastique. Donc, il est vraiment indispensable d'augmenter les collectes sélectives et le recyclage local pour répondre à la demande de l'industrie en matière de contenu recyclé. Alors, on va voir maintenant quelles sont les actions de Valipack pour stimuler l'utilisation de contenus recyclés dans les emballages industriels. Donc, on va se concentrer au niveau de Valipack sur 3 domaines d'action qui sont l'augmentation des collectes sélectives des déchets de plastique en entreprise, l'amélioration de la recyclabilité des emballages en plastique et stimuler le recyclage local de ces mêmes déchets en plastique. Alors, les actions que nous menons pour stimuler la collecte sélective, c'est en grande partie l'octroi d'une prime de recyclage de 30 € la tonne. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour le recyclage de tous les emballages industriels en plastique, hein, comme ici vous le voyez, des films étirables, rétractables, des sacs, la frigolite, des liens de cerclage, des fûts, des big bags, etc. Vous avez droit à une prime de 30 € la tonne de matière recyclée par un collecteur affilié au système Valipack. Donc, vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site je-trie-dans-mon-entreprise.be. Deuxième action que nous menons pour stimuler l'intégration de contenus recyclés dans les emballages, c'est donc d'améliorer la recyclabilité de ces emballages industriels. Les emballages transparents, hein, donc qui ne sont pas pourvus d'impression, de logo, etc. Les emballages transparents vont être transformés en granulés de couleur transparente, ce qui fait que ils vont être facilement utilisés pour la production de nouveaux films ou de nouvelles housses transparentes. En revanche, les films colorés, quand on va recycler un film coloré, on va produire un granulat coloré. Ce qui fait que ce granulat coloré ne pourra pas être utilisé pour produire un film transparent. Enfin, il pourra être utilisé pour produire un emballage, mais l'emballage ne sera pas transparent. Donc, les applications du film coloré vont se retrouver, par exemple, dans des sacs poubelles, dans des bâches pour le secteur de la construction ou bien dans le secteur de l'agriculture. Donc, vous voyez ici l'effet de l'impression sur des housses rétractables de briques. De la gauche vers la droite, une housse produite avec 50% de matière vierge et 50% de matière recyclée complètement transparente. Et plus vous allez vers la droite, plus vous voyez qu'on intègre de la matière qui n'est pas réellement transparente. Donc, dans la dernière photo, 50% de matière vierge, mais aussi 20% de matière colorée, ce qui donne un résultat grisâtre. Alors, pas de problème à ce que la housse soit de couleur un peu grisâtre, mais pour les questions de marketing, généralement, c'est compliqué à faire accepter par les entreprises. Avec un certain nombre d'entreprises du secteur de la construction, nous avons travaillé à la réduction des impressions sur les housses. Vous voyez ici le cas de Wienerberger qui a remplacé ces housses qui étaient couvertes d'impression par une housse complètement transparente avec une petite banderole
pour marquer le branding, une banderole qui fait, à mon avis, je pense, 2% du poids total de la housse et qui donc améliore la recyclabilité des déchets de cette entreprise. Pour travailler sur l'amélioration de la recyclabilité, nous avons mis au point un site internet qui s'appelle Valipack Academy. Et plus particulièrement sur ce site internet, un module qui s'appelle le choix des emballages durables, où vous pouvez consulter les lignes directrices de Design for Recycling pour tous les types de plastique, pour tous les types d'emballages industriels en plastique, donc les plastiques souples, les plastiques rigides, le polystyrène expansé, les liens de cerclage, mais aussi pour d'autres matériaux qui ne sont pas du plastique, comme le carton et le métal. Et vous avez aussi la possibilité de tester la recyclabilité de vos emballages grâce à un outil qui s'appelle Your Packaging Score. Donc, vous pouvez directement aller sur ce site pour faire le test. Et enfin, une dernière action que Valipack mène pour stimuler l'utilisation de matières recyclées dans les emballages industriels en plastique, c'est de favoriser le recyclage en Europe. Donc, si les déchets d'emballage restent en Europe, il sera plus facile d'avoir accès à la matière recyclée. Et donc, pour stimuler en fait le recyclage local, Valipack octroie un bonus qui peut aller jusqu'à 35 € la tonne pour des déchets qui sont recyclés au sein de l'Union européenne. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura appris certains éléments que vous ignoriez peut-être. Et je vais maintenant céder la parole à mon collègue Philippe, qui va vous expliquer quelles sont les actions concrètes de Valipack pour stimuler l'utilisation de contenus recyclés. Bonne continuation avec Philippe. Merci Ingrid. Voilà, maintenant je vais faire le share de mon présentation. Voilà, j'espère que tout le monde voit les slides. Donc, comme Ingrid avait dit, je suis Philippe et merci Ingrid pour la première partie. Il n'y a que des bonnes raisons d'utiliser des emballages avec du contenu recyclé. Pourquoi? Il est important que nous commencions à mieux gérer nos ressources naturelles. Et l'une des choses que nous pouvons faire est de commencer à utiliser davantage de matériaux recyclés dans les emballages plastiques. La production de plastique à partir des matériaux recyclés consomme moins d'énergie que l'utilisation de matières premières vierges, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone lors de la production d'emballages en plastique. Saviez-vous que l'utilisation de matériaux recyclés contribue à réduire les émissions de CO2. En effet, chaque tonne de plastique recyclé contribue à réduire les émissions de CO2 de à peu près 3 tonnes, contribuant ainsi à atténuer les émissions de gaz à effet de serre associées à l'extraction, au transport et au traitement des matières premières vierges. Il est aussi important d'encourager l'économie circulaire par le biais de différentes mesures. Tout d'abord, l'utilisation d'un contenu recyclé est une stratégie qui incite les entreprises à collecter les matériaux de manière plus sélective, créant ainsi une demande de plastique recyclé. À partir de 2030, la Commission prévoit d'imposer l'utilisation de contenus recyclés dans tous les emballages plastiques commerciaux. Cette réglementation imminente souligne l'importance d'anticiper et de se préparer à ces lois imposant l'utilisation de matériaux recyclés. Aussi, le rapport CSRD obligatoire pour les entreprises cotées en bourse à partir de l'année de référence 2024 implique la collecte, la mesure, l'analyse et la communication d'informations concernant les impacts économiques, sociaux et environnementaux d'une entreprise. Plus précisément, il exige
des entreprises qu'elles rendent compte des aspects tels que les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la gestion des déchets, l'utilisation des ressources naturelles et l'engagement en faveur des énergies renouvelables. Et quels sont les leviers? Donc, les gouvernements, par le biais de la législation, veulent réduire la quantité de déchets d'emballage. La Commission européenne, en particulier, travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle législation sur les emballages qui influencera considérablement le monde des emballages. La nouvelle législation va introduire des éco-contributions sur les emballages plastiques non recyclables ou les emballages qui sont difficiles à recycler. Cela rend ces emballages plus chers et encourage les fabricants à utiliser des matériaux plus durables. Il est aussi important que les entreprises se définissent des objectifs de durabilité. Aujourd'hui, nous constatons que de nombreuses entreprises ont déjà mis en place des programmes visant à produire moins de déchets. Cependant, il est toujours important de trier les déchets correctement et de s'engager à utiliser des matériaux recyclés. Ces leviers, lorsqu'ils sont combinés, peuvent contribuer à créer une approche globale de recyclage d'emballage plastique, à promouvoir la durabilité et à réduire l'impact sur des déchets plastiques sur l'environnement. Un recyclage efficace nécessite un effort coordonné de la part des individus, des entreprises et les gouvernements à différents niveaux. Comme j'ai déjà mentionné, la Commission européenne travaille sur une nouvelle législation en matière d'emballage. Important à savoir est que la nouvelle législation devient un règlement qui sera en vigueur dans toute l'Europe. L'une de ces propositions consiste à rendre obligatoire l'ajout de plastique recyclé dans les emballages. D'ici à 2030, il faudra ajouter 35% de matériaux recyclés et d'ici à 2040, 65% seront la norme. Ingrid a déjà montré cette graphique, mais comme vous voyez, l'année passée, on a reçu les premiers chiffres de nos clients et il semble que nous sommes juste à 1% de matière recyclée dans tous les emballages. Donc, ça veut dire pour obtenir les objectifs de 2030, excusez-moi, on a encore un peu de travail à faire. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé pour donner un coup de pouce aux entreprises? Nous avons créé la plateforme My Recycled Content. C'est un lieu de rencontre entre les responsables d'emballage et les producteurs des emballages engagés dans la circularité. Donc, c'est quoi en effet cette plateforme? La plateforme met en avant les emballages qui intègrent des plastiques recyclés afin d'aider les entreprises à faire des choix d'achat informés. La plateforme est aussi un guide qui met en relation les utilisateurs à la recherche des emballages recyclés et les entreprises qui proposent ces produits. C'est un peu comme un Tinder pour les plastiques. Au fil du temps, nous pourrons utiliser la plateforme pour contrôler les quantités de plastique recyclé utilisées et communiquer ces informations aux différents gouvernements. En outre, la plateforme peut également servir à identifier des nouvelles opportunités. Et les entreprises qui utilisent ces emballages contenant du plastique recyclé reçoivent une prime de Valipack de 50 € par tonne du PCR. La plateforme My Recycled Content consiste en deux interfaces qui sont en contact direct l'une avec l'autre. Le premier est pour les producteurs et le deuxième pour les utilisateurs. Commençons par l'interface des producteurs. Les producteurs d'emballage et les grossistes suivent le lien myrecycledcontent.eu. Pour se connecter la première fois, ils doivent d'abord souscrire au engagement suivant.
Il faut partager activement avec les clients les informations relatives au emballage circulaire. Donc, c'est pas juste le but d'avoir ces emballages dans le portfolio, mais c'est aussi vraiment activement de faire un peu de publicité. Il faut suivre les lignes directrices de Design for Recycling parce qu'à la fin de sa vie, l'emballage doit encore être recyclable. Les deux engagements suivants sont les plus importants car ils augmentent la crédibilité de l'information. Le fabricant doit travailler avec des recycleurs certifiés ESR Plast ou équivalents. C'est pour être sûr que la matière recyclée est vraiment recyclée. Et le fabricant lui-même fait certifier ses produits contenant des matériaux recyclés par un système de certification accrédité. Et les déclarations sur le type de matériaux recyclés sont conformes à la norme ISO 40021. Pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les différents systèmes de certification, nous acceptons pour l'instant que le système de certification qui fonctionne conformément à la norme EN 15343. Il s'agit des systèmes affiliés au consortium Polycert Europe. Nous acceptons également les certifications distribuées par Recyclas Recycled Plastic Certification. Nous pouvons également accepter d'autres systèmes équivalents qui répondent à ces normes, mais cela ne se fera qu'après une enquête approfondie. Donc, quels sont les systèmes qui sont liés avec Polycert Europe? Vous le voyez ici. L'importance de cette consortium, c'est que les membres du consortium acceptent les certifications des autres. L'avantage est que l'emballage certifié en Belgique, par exemple, soit accepté sans problème en Espagne et vice-versa. Passons sur l'interface utilisateur. Les clients de Valipack peuvent utiliser myrecycledcontent.be pour rechercher des producteurs grossistes proposant des emballages circulaires en PCR. Ces clients peuvent alors recevoir une prime de 50 € par tonne de PCR qu'ils vendent sur le marché belge. Expliquons d'abord comment la PCR est définie. Le PCR, ou Post-Consumer Recycled, est un produit recyclé fabriqué à partir des emballages plastiques usagés. Il peut provenir des ménages, mais aussi des entreprises. Les films d'emballage ou les liens de cerclage, par exemple, ce sont des exemples de PCR. Comme Valipack doit démontrer le taux de recyclage des emballages usagés, il est important que nous encourageons le recyclage et l'utilisation de la PCR. Actuellement, nous avons déjà 26 producteurs grossistes qui sont entièrement certifiés et répertoriés sur notre plateforme. Mais en arrière-plan, nous avons encore plus d'entreprises qui travaillent à la certification de leurs produits. Comment est-ce qu'on va calculer le bonus? Donc, par exemple, une entreprise achète des housses rétractables fabriquées à partir de 50% de matière recyclée. Le poids total de ces housses est de 20 tonnes. Donc, le montant de bonus de Valipack s'élève à 20 tonnes, dont 50% de matière recyclée, c'est 10 tonnes. 10 tonnes fois 50 €. Donc, le bonus est de 50 € pour le client Valipack. Et quel type d'emballage est concerné par le bonus? Tout ce qui est emballage en plastique, industriel et commerciaux, donc les liens de cerclage, les sacs, les IBC, les fûts, les big bags, les films étirables, etc., etc. Donc, que propose Valipack? Donc, c'est une base de données
international fiable de vendeurs et des fabricants d'emballages circulaires en plastique recyclé certifiés, un bonus de 50 € par tonne de matière recyclée mise sur le marché belge, la possibilité pour les vendeurs de faire gratuitement la promotion de leur emballage circulaire et les vendeurs d'emballage circulaire peuvent utiliser le logo Approved Circular Company dans leur communication interne et externe. Entre-temps, ces entreprises ont déjà reçu une prime de Valipack pour l'utilisation d'emballages en plastique avec le recyclage. Ce sont nos héros circulaires. Donc, vous trouvez toute l'information sur cette site web. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à l'un de nos producteurs d'emballage à contenu recyclé, Aldo Plastic. Chantal expliquera pourquoi son entreprise a rejoint la plateforme My Recycled Content. Ensuite, Jorrit de Unilin prendra la parole. Ce héros circulaire expliquera pourquoi Unilin s'engage en faveur des emballages circulaires. Merci. Bonjour tout le monde. Assurer ensemble un circulaire système, c'est important avec Valipack et Aldo Plastic. Je travaille chez Aldo Plastic depuis 2013. Mes tâches dans la vente sont très différentes et pourtant très logiques. Notre groupe se compose de la société mère Plastic Partner avec son siège à Bocholt, une distribution mondiale de polymères avec sa propre logistique BEK et un entrepôt de 45 000 mètres carrés et un laboratoire CARAT pour l'analyse, le contrôle et la recherche de matières premières. La société sœur Sunset est spécialisée dans le film à boules. La principale activité d'Alesco est la production de différents films flexibles d'emballage. Aldo Plastic est présent sur le marché pour l'emballage de transport. Chez Aldo Plastic, nous sommes 80 employés et on produit 22 000 tonnes par an. Nous recyclons 1000 tonnes par an. Nous sommes au service de différents groupes industriels tels que la construction, chimie, boissons, verre, substrats non alimentaires, papier et pétrochimie. Le changement climat nous concerne tous. Ensemble, nous pouvons prendre nos responsabilités et tout le monde en profitera. Voilà. Nous pensons à l'avenir. Nous sommes économisés du CO2 en renouvelant nos machines. Les déchets résiduels de l'entreprise sont recyclés. Nous disposons pour cela de notre propre système. Il est également important d'utiliser les matières premières avec parcimonie. Cela peut se faire en utilisant des films plus fins, mais aussi en utilisant des produits régénérés. Le système circulaire sera certainement utile à cet égard. Notre propre machine de recyclage nous permet d'obtenir un recyclage pur
avec les spécifications connues, PIR. Nous utilisons que le film transparent pour cela. Il est important pour nous de soutenir la production durable. En plus de notre service de recyclage interne, nous développons constamment de nouvelles recettes avec une plus grande proportion de matériaux recyclés. Mais cela n'est pas encore suffisant pour nous. L'optimisation de l'emballage des différents produits pour nos clients revêt une grande importance. L'économie circulaire est un synonyme de fabrication, d'utilisation et de recyclage. Actuellement, il y a un déficit de matériel recyclé de qualité. Dans le cas de la PCR, les spécifications manquent et les qualités fluctuent. Nous sommes heureux de donner l'impulse nécessaire à une économie circulaire qui devrait être à la fois écologique et économique. En optimisant le système circulaire, il y aura également plus de granulés circulaires de meilleure qualité. Par conséquent, nous pourrions offrir des solutions matérielles plus nombreuses et nouvelles. Enfin, de compte, grâce à l'utilisation de produits régénérés de haute qualité, il y a moins de déchets dans la production et le film final devient plus robuste et peut être traité plus facilement, ce qui permet également de réduire les coûts. Nous produisons des films d'emballage. Nos produits, ils sont tous 100% recyclables et il y a toujours des possibilités de mettre de PCR dans les recettes différentes. L'économie circulaire du film consiste à réutiliser le film usagé. Cela peut se faire en recyclant de films bien triés afin d'obtenir une qualité similaire lors du traitement de matériaux. L'avantage, plus de produits recyclés peuvent être utilisés, moins de fumée lors de la production, moins de pollution au niveau de machine, moins de maintenance et de temps d'arrêt, moins d'entretien et de temps d'arrêt aussi, d'où une réduction des coûts, moins d'émissions CO2, respect de l'environnement, meilleure qualité de film, qualité constante. Notre conclusion, ce n'est pas facile, mais ça marche. Il faut le vouloir et en faire sa mission. Il faut faire des compromis, mais on obtient aussi des résultats étonnants. Voilà. Euh, je donne la parole maintenant à Yori de Unili. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous voyez bien mon écran. Euh, Moi, je suis responsable du développement produit et de la durabilité chez la division Insulation du groupe Unilin. Unilin, vous connaissez peut-être grâce à des produits comme le stratifié, Quickstep ou les panneaux bois. Mais le
produit le plus important dans notre business in insulation, c'est la plaque isolante en polyuréthane pour le bâtiment. Et maintenant, je vais surtout parler de ça. Voilà. En 2020, notre groupe Unilin a élaboré une stratégie de durabilité reposant, disons, sur trois piliers, hein. De droite à gauche, nous avons Our Home, qui se concentre sur le bien-être de nos collaborateurs, en mettant en avant la sécurité en usine, la santé au travail, bien évidemment. Ensuite, il y a Your Home, hein, qui explique comment nos produits contribuent à la construction durable, construire des bâtiments durables. C'est une histoire qu'on raconte depuis très longtemps, mais bien évidemment, aujourd'hui, ça ne suffit plus, hein. Il faut rendre le produit même durable. Alors pour cela, il y a le Planet Home, qui englobe les actions en faveur de l'action climatique, en faveur du climat, et de la circularité à l'autre côté, hein. Dans le cadre de notre action climatique, nous nous sommes fixés pour objectif de rendre nos usines neutres en CO2 hein, d'ici 2030. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la répartition des émissions de CO2 en scope, hein, les émissions de scope 1 sont les émissions directes. Ce sont les émissions qui se produisent sur site, par exemple la consommation de gaz naturel qui est incinéré pour le chauffage, par exemple, dans nos usines, hein. Le scope 2, les émissions de scope 2, ce sont les émissions indirectes de CO2. Ils sont liés principalement à la consommation d'électricité, car l'électricité n'est pas nécessairement produite sur place, hein. Et bon, les émissions de scope 1 et scope 2 sont celles sur lesquelles une entreprise a le plus d'impact, hein. En revanche, les émissions de scope 3 se produisent en dehors de la chaîne de valeur. Vous pouvez voir deux cadres orange, hein, ce qui signifie qu'il y a des émissions en scope 3 en amont, hein, upstream de la chaîne. Ce sont les matières premières fournies par des fournisseurs, mais aussi en aval, hein, downstream, comme le transport, par exemple, de nos produits, ou la gestion des déchets en fin de vie par un sous-traitant. Les émissions, ça sont les émissions de scope 3. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour notre produit, 98% des émissions se trouvent dans le scope 3, ce qui souligne l'importance de travailler d'abord sur la circularité. Je ne veux pas dire que scope 1 et 2 ne sont pas importants. Chacun doit d'abord faire son propre travail chez soi, mais il faut surtout impacter scope 3 pour impacter le planète, disons, dont l'importance que nous mettons sur la circularité, hein. En matière de circularité, les objectifs que nous avons définis, nous visons à recycler 70% des déchets de polyuréthane d'ici 2030. Et nous voulons intégrer 30% de matière circulaire dans nos matières premières, hein. Ces objectifs sont très ambitieux, je dois dire. Ils nécessitent des efforts considérables en matière de recherche et de développement, et ça va prendre de temps, hein. C'est pourquoi que, en plus de nos objectifs sur le produit lui-même, hein, nous avons défini un objectif concret concernant l'emballage de nos produits. Un objectif qui peut être atteint à court terme et qui peut être communiqué déjà maintenant, hein. En 2022 déjà, nous avons
déjà modifié notre film rétractable. Nous avons utilisé 35%, ou depuis ce moment, nous utilisons 35% de matière plastique recyclée, le 35% de PCR. Ce film est transparent, ce qui lui rend entièrement recyclable. Et en utilisant 35% de matière plastique recyclée, on réduit ainsi aussi les émissions de CO2 liées à l'emballage d'un taux de 30%. Hein. Notre objectif, l'objectif que nous avons défini en 2020, c'est d'atteindre 50% de PCR d'ici 2025. Un peu basé sur ce que Valipak a démontré, est que le 50%, c'est le niveau optimal pour un recyclage continu sans perte de qualité. Hein. Comment avons-nous commencé ce processus ou qu'est-ce qui est à l'origine de ce démarche? En octobre 2019, alors maintenant presque 4 ans, j'ai assisté à un événement de la Fédération des producteurs de matériaux de la construction, le PMC, hein, où à cet événement, Karel Gemmeke, à l'époque, Karel Gemmeke de Valipak a lancé un appel au secteur. Hein. Il faut s'imaginer, c'était l'époque où la Chine avait fermé ses frontières, fermé aux déchets plastiques étrangers, suivi par d'autres pays d'Asie, si je me souviens bien, la Malaisie par exemple. Mais la proposition de Valipak était, lors de cet événement, de remplacer les films colorés, imprimés, de les remplacer par des films transparents, car le plastique transparent ne contient pas d'encre et peut être recyclé indéfinitivement, ou indéfiniment. Hein. Et l'idée était que cela créerait ainsi une source de matière première pour le recyclage et contribuerait à l'émergence d'une industrie de recyclage en Europe, comme expliqué déjà par Ingrid et par Philippe. Hein. Bon, jusqu'à ce moment, je n'avais jamais réalisé l'impact que le choix de l'emballage pouvait avoir sur nos propres émissions, mais certainement pas sur la création d'une industrie de recyclage en Europe. Hein. Mais Valipak a expliqué lors de cet événement le projet qu'ils avaient mené avec Wienerberger, et je me suis dit, si Wienerberger, avec ses blocs lourds, hein, les briques lourdes, pouvait réussir à arriver à un emballage performant intégrant 50% de PCR, que cela devrait être possible pour nos plaques isolantes qui sont relativement légères. Alors, bon, comme j'ai dit, hein, nos projets de R&D sur le recyclage et les matières premières de nos produits même, hein, ce sont des défis majeurs, ça nécessite du temps. À ce moment, j'ai compris que cette initiative avait un impact significatif, mais aussi à court terme. Hein. Alors, nous avons donc remplacé notre film rétractable qui était blanc laiteux à ce moment, à l'époque. On l'a remplacé par un film transparent. On a réduit la surface utilisée par les logos, hein, de 35%. On n'est pas arrivé à zéro parce qu'il il faut toujours faire des compromis. Dans ce cas, des compromis avec les services marketing. Mais bon, Philippe, à l'époque, hein, nous a expliqué que si on est au-dessous de 5% de surface imprimée, qu'on reste dans la haute qualité. Et bon, on a réduit je pense, si je me souviens bien, de 8% à 4% de surface imprimée. Hein. Et on a ajouté aussi 35% de PCR sans utiliser un booster à ce moment-là. Hein. Bon,
nous avons mené de nombreux essais, allant des essais à petite échelle aux essais industriels de 20 tonnes, avec de bons résultats. Et alors, on a lancé finalement ce produit ou cet embaillage au printemps de 2022. Alors, remarquez le temps entre l'appel en octobre 2019 et le lancement en mai 2022. Ça nous a pris un peu de temps, mais ça montre que, bon, il faut calculer un peu de temps pour la coordination avec les différentes usines, avec les services marketing, les fournisseurs. Il faut un peu de développement technique, hein, ça prend un peu de temps, euh, en particulier sur d'anciennes lignes d'embaillage. Mais bon, finalement, on a lancé en mai 2022 avec l'embaillage que je viens de décrire, hein. Euh, bon, après un certain temps, quand même, quelques problèmes de qualité sont apparus, hein. Nous savions déjà que le film choisi était de 10% moins fort. Euh, mais ce que nous avons constaté, c'est que la qualité pouvait varier d'une livraison à l'autre, hein, parce que notre fournisseur, il travaillait aussi avec plusieurs fournisseurs, avec plusieurs sources de PCR, hein, et même au sein d'une seule livraison, des variations pouvaient survenir. Alors, la qualité était moins stable. Nous avons observé plus de soudures défectueuses, parfois un retrait insuffisant, hein, surtout sur ce que j'appelle ici notre ligne 2. Avant, c'était déjà un peu notre enfant à problème. La ligne était déjà sujette à quelques problèmes. On était à la limite avant et maintenant on avait un peu passé la limite, disons franchi la limite, hein. On a aussi constaté, ça dépend un peu de l'opérateur, hein, de bons réglages donnent de bons résultats, mais de mauvais réglages donnent de mauvais résultats. Alors, longue histoire courte, hein, le PCR consommait un peu le marge d'erreur que nous avions précédemment et qui compensait un peu pour une ligne moins stable ou un opérateur moins dédié. Alors, avec ce nouveau embaillage, la marge d'erreur n'était plus là, hein. Euh, alors, on a évalué plusieurs options pour remédier cela. Alors, une question qu'on s'est posée ou que surtout les services d'achat se sont posés, est-ce que peut-être il faut revenir sur l'objectif? Est-ce qu'il faut réduire le taux de PCR? Bon, on a choisi de ne pas faire cela parce que ça nous éloignerait encore plus loin de notre objectif de 50%. On était à 35%. On ne voulait aller plus loin on ne voulait pas aller plus loin de cet objectif de 50%. Une option était d'aller vers un film plus épais, mais bon, un film plus épais, augmenter l'épaisseur, ça mène à une consommation de matériaux plus élevée, ce qui entraîne plus d'impact en CO2, mais c'était pas notre choix non plus. Alors pour résoudre le problème, finalement, bon, à côté d'effectuer quelques ajustements, hein, de spécifier le film de manière plus précise chez le fournisseur, finalement, on est revenu sur le cas qui a été présenté, hein, le cas de Wienerberger, où on a ajouté un booster pour booster, pour améliorer les propriétés. Alors finalement, on a fait la même chose qui a fait que maintenant, on n'a plus ce problème, hein. J'ai surtout parlé de films rétractables jusqu'à maintenant. Alors, le film rétractable est l'embaillage des plaques même, hein, des plaques isolantes en polyuréthane même. La palette est après emballée par un film étirable. Dans ce film étirable, nous n'utilisons pas de PCR pour le moment. Pourquoi pas? Parce que on est sur un film avec une épaisseur de 12 microns.
Alors, on a fait les essais, on peut utiliser des films, même si c'est un produit, un emballage un film plus technique, on peut aller vers 30%, mais il faut en même temps augmenter l'épaisseur jusqu'à 15 microns. Alors, quand on fait le calcul, quand on a fait le calcul, ça n'a pas mené à une économie de CO2, hein, pas mené à une économie de CO2. Par contre, le produit, l'emballage était plus cher pour ce produit plus technique. Alors finalement, on a décidé de ne pas incorporer du PCR dans notre film étirable et d'attendre l'évolution de la technologie là. Mais bon, en total, allez, je pense qu'on fait déjà allez, le film qu'on utilise le plus, c'est bien évidemment c'est le film rétractable. Alors pour terminer, quels sont nos conseils basés sur notre expérience? Allez, je vous encourage de ne pas attendre la réglementation, hein, de ne pas attendre jusqu'à la réglementation impose des taux de matière recyclée. Ça va venir, hein, comme a été expliqué. Je vous encourage de commencer tôt, hein. Comme j'ai expliqué, le changement d'emballage, ça nécessite des ajustements techniques, ça demande un peu de coordination. Alors, commencez tôt. Pensez aussi à la réduction de CO2, euh, surtout, surtout à ça, et envisagez des options telles que la réduction d'épaisseur de l'emballage. Cela peut non seulement améliorer votre impact environnemental, mais également vous faire économiser de l'argent, hein. Euh, je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à intégrer du PCR, mais qui n'ont pas pensé à réduire l'épaisseur même de leur produit. Et je pense que c'est une piste intéressante avec des avantages environnementaux. Bon, cherchez également à incorporer entre 30% et 50% l'optimum. Ça va dépendre un peu de la performance que vous cherchez. Euh, et vous pouvez optimiser cette performance avec un booster euh, pour pas faire des compromis au plan de la qualité ou de la performance, hein. Euh, Bon, en résumé, nous avons remplacé notre film rétractable par un film transparent avec PCR. On l'a fait dans les différentes usines en Europe. Et cette initiative nous a permis d'économiser 720 tonnes de CO2, ce qui nous rapproche ainsi de notre objectif de zéro émission. Et je pense que c'est un travail qui est faisable, qui est réalisable pour chaque entreprise. Ça contribue à la création d'une industrie de recyclage en Europe, comme a été expliqué. Alors, voilà mon avis. Commencez tôt. Merci de votre attention. Merci Chantal et merci Yorit pour ce témoignage très intéressant et j'espère que les autres entreprises vont suivre les démarches que Naldo Plastic et Unilay ont déjà fait. J'ai reçu deux questions dans le chat. Premièrement, mon fournisseur d'emballage contenant des matières recyclées n'est pas répertorié sur votre site. Que dois-je faire pour obtenir ma prime Valipack? Bon, le plus simple est simplement de commencer à parler avec votre fournisseur et signaler le programme My Recycled Content à ce fournisseur. Vous pouvez également contacter Valipack et on va parler avec ces fournisseurs et
pour lui convaincre d'adhérer au programme My Recycled Content. Donc, le plus important, c'est de savoir que si le fournisseur s'adhère sur le programme My Recycled Content, vous touchez le prime de l'année entière. Donc, par exemple, si votre fournisseur s'adhère maintenant, ça veut dire que si vous avez acheté des films avec matière recyclée depuis le début de cette année, vous pouvez compter toute l'année pour toucher le prime de Valipack. Il y avait aussi une autre question à propos d'un booster. Donc, le booster, ça veut dire qu'on va mettre un type de plastique un peu plus performante dans le mix PCR avec matière vierge. Il faut savoir que pour produire un film très spécifique, on va utiliser une matière première aussi très spécifique avec des spécifications techniques qui sont mis à jour. Donc, si on va ajouter de matière recyclée, ça veut dire que ce matière recyclée a des spécifications un peu plus différentes que l'autre. Donc, pour équilibrer sa performance finale de ce film, il faut ajouter, on pourrait ajouter un booster dans le mix. Bon, je pense que ici, ce sont toutes les questions qui ont été posées. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas de nous envoyer par email, par exemple. En tout cas, vous allez recevoir demain un mail avec le lien vers les présentations et l'enregistrement de cette webinaire. Donc, la seule chose pour moi à faire, c'est de vous dire merci d'avoir suivi notre webinaire et je vous invite de suivre la suivante que Ingrid ou Tina vont vous mener au courant assez vite. Merci à tous et à toutes et à la prochaine. Au revoir.